Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Nommé le 3 avril dernier, Bernard Beignet est le nouveau recteur de l'Académie de Paris, de la région académique d'Île-de-France et chancelier des universités de Paris et de la région Île-de-France. Alors 2 mois après sa prise de fonction, il est l'invité du Grand JT. Pour la création d'une Europe de la lecture jeunesse, voici l'idée de notre invitée. On en parle avec elle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Guillaume Ouattara nous emmène faire un tour du monde du phénomène OnlyFans qui inquiète, on en parlera avec lui. Mais tout de suite, place à l'actu avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal dans la Marne où une mystérieuse intoxication fait des ravages dans un établissement scolaire. Les causes sont pour l'heure toujours inconnues. Que se passe-t-il dans la cantine de l'école Fère-Champenoise, petite commune de la Marne au sud-ouest de Châlons en Champagne? Chaque jour, le même scénario se produit en se rendant à la cantine. Des élèves sont pris de malaise et ce depuis le jeudi 30 mai dernier. Date à laquelle 21 enfants et un adulte ont été pris de vomissements et de démangeaisons durant le trajet donc qui les menait à la cantine. C'est un communiqué de la préfecture qui l'explique. Même si leur état n'inspirait pas d'inquiétude, 2 élèves et un adulte ont été hospitalisés quelques heures à Romilly-sur-Seine. Le lendemain, même situation, donc c'était vendredi, cette fois une vingtaine d'élèves ont souffert des mêmes symptômes en début d'après-midi. Cette fois, 170 élèves de primaire ont été testés par les pompiers et parmi eux, 22 ont été hospitalisés pour une intoxication au monoxyde de carbone qui a été confirmée. Et puis vendredi, eh bien, il y a eu exactement le même scénario. L'école est pour l'heure fermée, le temps de mener des investigations pour comprendre d'où vient cette intoxication. La préfecture de la Marne explique que l'intoxication au monoxyde de carbone reste envisagée, mais toutes les pistes sont étudiées. Affaire à suivre donc, c'est assez inquiétant, il faut le dire. On en parle souvent dans ce JT. Le SNU, le Service National Universel, est une nouvelle fois dans la tourmente. La semaine dernière, nous vous racontions le déroulé catastrophique d'une session SNU dans le Nord. Et bien, cette semaine, c'est un sujet d'enseignement moral et civique du DNB qui fait parler de lui. Oui, le diplôme national du brevet comporte donc cette épreuve qui consiste à tester les connaissances sur la citoyenneté, sur la France des élèves, qui est préparée par les profs. Eh bien, Laurence Decoq, vous le savez, on l'a déjà reçue ici, historienne, un peu critique du système éducatif, a fait un billet dans le café pédagogique pour revenir sur le sujet du diplôme national du brevet qui a été diffusé les 29 et 30 mai dernier dans l'Amérique du Nord, puisque vous le savez, il y a certaines zones géographiques qui passent le brevet et le bac en avance, donc c'est le cas en Amérique du Nord. Et cette épreuve, elle fait un petit peu parler. Je vous propose de découvrir d'abord la première page de cette épreuve. Vous le voyez, situation pratique, le SNU organisé dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez d'abord le site internet qui raconte que le programme prévoit des activités sportives, etc. Et puis un document avec pourquoi s'engager, affirmer ses valeurs, être utile aux autres. Donc tout ce qu'on peut retrouver sur snu.gouv.fr. Et ensuite, deuxième document, c'est les questions. 1. Relever 4 types d'activités organisées lors de ce stage SNU. 2. Nommer 2 acteurs qui encadrent le SNU. 3. Identifier 2 symboles de la République française. 4. Expliquer pourquoi les activités menées permettent de développer l'engagement citoyen. Et puis, vous souhaitez faire une présentation en cours d'enseignement moral et civique sur la défense nationale. Expliquez à vos camarades les conditions pour participer au SNU. Eh bien ça ne plaît pas du tout à Laurence Decoq. Voilà ce qu'elle dit. C'est en effet sans honte ni phare que le sujet d'enseignement moral et civique s'est livré à une entreprise de propagande pour le SNU. Le MC est bien cette matière sur laquelle le gouvernement a décidé de jeter son dévolu pour reciviliser, ce sont ces termes, les sauvageons comme l'avait annoncé le président de la République en août. Voilà qui est dit. Le ministère ne s'est pour l'instant pas expliqué sur cette affaire qui reste à suivre. On poursuit ce JT avec une information très inquiétante révélée par nos confrères de la République du Centre. 34 000 noms de collégiens de l'Académie d'Orléans-Tours ont fuité par erreur. S'il fallait bien donner une définition du mot imbroglio, cette affaire en serait la parfaite illustration. À l'origine donc, il y a une opération le 22 mai dernier, l'opération Cactus, menée par le parquet de Paris et le groupement d'intérêt public cybermalveillance, ainsi que le commandement de la cyberdéfense du ministère de l'Intérieur. On propose au ministère
de l'Éducation nationale de tester sur 2 académies pilotes, Versailles et Orléans-Tours, une action qui permet de sensibiliser les plus jeunes au phishing, c'est la récolte illégale de données, via l'envoi d'un email sur la messagerie de l'ENT. Vous savez, les ENT, ce sont ces plateformes qui sont souvent piratées pour récolter des données personnelles, envoyer des mails de menaces. Donc, pour tester la capacité des élèves à faire attention, il est prévu d'envoyer un mail d'un élève fictif qu'on appelle John Doe et qui serait comme un mail de phishing pour voir si les élèves cliquent, remplissent leurs données. Dans l'idée donc, cette opération devait permettre de sensibiliser les plus jeunes, les élèves, aux dangers qu'on peut avoir sur Internet. Oui, mais voilà. Parmi les destinataires de ce mail, il y a des parents d'élèves qui ont mis en fait leur adresse plutôt que celle de leurs enfants. Et l'un de ces parents a reçu ce mail du fameux John Doe sans objet. Mais surprise, à l'intérieur de ce message vide, il y avait 34 000 coordonnées, nom, prénom et adresse mail des élèves de l'académie. Voilà ce qu'explique le père. Je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas d'objet. Je l'ouvre et là je découvre 34 000 noms de collégiens, dont celui de ma fille. Il y avait toutes les adresses mail de 34 000 élèves. Ces adresses qui permettent de se connecter à l'espace e-collège. Une fois sur e-collège, on a ensuite accès à Pronote, où il y a la photo des enfants, l'établissement qu'ils fréquentent, l'emploi du temps, etc. Ce sont donc nos confrères de la République du Centre qui remontent l'information. Extrêmement dangereux. Le père de famille a donc porté plainte auprès de la CNIL pour remonter l'information. Du côté du rectorat, on tempère un petit peu. Le prénom et le nom d'un élève ne suffisent pas. Pour entrer dans un ENT, il faut l'identifiant et le mot de passe. Il n'y a eu aucun piratage de mot de passe. Aucun compte d'élève n'a été compromis. Le rectorat qui précise tout de même que la CNIL a été informée et que les chefs d'établissement aussi peuvent répondre aux questions des parents. Mais donc, il y a donc 34 000 coordonnées d'élèves dans la nature. Effectivement, très dangereux. Merci beaucoup. On termine ce journal avec l'ouverture de la phase d'admission du site Mon Master, et bien comme pour les lycéens avec Parcoursup, forcément stress et attente sont le lot de nombreux étudiants. Mon Master, c'est la plateforme unique qui vous permet de candidater à de nombreux, voire la totalité des masters universitaires. Ça fonctionne un petit peu sur un procédé similaire à celui de Parcoursup. Les élèves ont formulé des vœux et là, ils sont dans la phase d'admission. Une phase d'admission stressante pour certains et certaines, à l'image de Rebecca qui raconte qu'elle a été refusée. Le motif m'a laissé perplexe car ils m'ont répondu qu'à la rentrée, je n'aurais pas le diplôme nécessaire pour la formation, mais je l'ai depuis 2 ans, mon diplôme de licence de droit, puisqu'elle candidatait à un master de droit. Donc là aussi, des imbroglios. Rappelons que la phase principale se termine le 24 juin prochain et qu'elle sera suivie d'une phase complémentaire où vous pourrez candidater aux places restantes dans les établissements. Merci beaucoup Guillaume. Ancien recteur de l'Académie d'Aix-Marseille est nommé suite à la démission de Christophe Querero. Bernard Beignet est depuis 2 mois à la tête de l'Académie de Paris et des universités de la région. On discute avec lui des grands chantiers qui attendent l'école. Bernard Beignet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Vous êtes recteur de l'Académie de Paris depuis peu de temps, de la région académique d'Île-de-France et chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France. Je suis ravie de vous accueillir, mais avant d'étayer évidemment tous les grands chantiers qui vous attendent et qui attendent évidemment tous les Français, puisque l'éducation concerne tous les Français, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, en quelques minutes, mais sur ce qui vous anime profondément dans ce métier précisément sur les raisons qui vous ont amené à faire ce choix, celui d'une carrière dans l'éducation. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes titulaire d'un DEA de droit des affaires, d'un DEA de droit privé général, d'un DEA de droit processuel, d'un doctorat d'État en droit, ainsi que d'une licence en histoire. Vous êtes également agrégé de droit privé et sciences criminelles. Dites-moi, l'éducation nationale, en fait, au départ, c'était pas un choix. Ah mais l'université fait partie du système éducatif. C'est d'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui du -3, c'est-à-dire les 3 années de lycée, oui. +3, les 3 années de licence. Il y a une grande continuité. Et je suis, pour résumer tout ce que vous venez de dire, d'abord et avant tout un professeur. Je suis professeur d'université à Toulouse, c'est là qu'est mon poste. Ensuite, on m'a offert effectivement de devenir recteur depuis déjà plus de 12 ans, à Amiens, Aix-Marseille et puis maintenant Paris. J'en suis vraiment très heureux, c'est une très belle fonction. Pour résumer, la fonction d'un recteur, c'est quelqu'un qui représente ses 2 ministres. Oui. On oublie toujours qu'il y en a 2, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Et je dis qu'on s'occupe des jeunes de 3 ans à 23 ans. 3 ans parce que depuis Jean-Michel Blanquer, on est le seul pays
qui scolarise les enfants dès l'âge de 3 ans. 23 ans, ce n'est pas la scolarité obligatoire, mais dans la pratique, c'est très souvent le cas. Et on a un spectre extraordinaire. C'est un métier où il est vraiment extrêmement difficile de s'ennuyer. Donc professeur, effectivement, très tôt, et ça ne vous a jamais quitté finalement, parce que le droit, je l'ai cité, le nombre de DEA que vous avez fait dans le droit, et évidemment les sciences criminelles, on aurait pu imaginer un autre parcours, et finalement rattrapé en permanence par celui de l'éducation. C'était votre cœur, en fait, de métier et d'envie surtout pour la suite. Oui, je suis très admiratif des professeurs. Vous voyez, tout à l'heure, je visitais un NEREA. NEREA, c'est un lycée fait pour des enfants en très grande difficulté, vraiment très très grande difficulté. Celui que je visitais, il y avait essentiellement d'ailleurs des jeunes réfugiés. Et je discutais avec certains professeurs et je suis plein d'admiration pour la patience. C'est la première vertu d'un professeur. À Aix-Marseille, j'avais une responsabilité dans l'enseignement dans les différentes prisons. 3200 détenus dans la région de PACA et également de Corse. Vous savez, quand vous allez au Baumette, que vous assistez à un cours fait par un professeur devant des jeunes qui ne parlent pas un mot de français, on ressort avec un grand sens de l'humilité en se disant, bon, j'ai fait cours dans des amphis, j'ai été dans des jurys de thèse, mais là, est-ce que je serais capable de faire ce cours? J'avais de grands doutes là-dessus. Le monde enseignant est un monde mal connu. On a tendance à souligner tout ce qui ne va pas, les dysfonctionnements. Je pourrais à la limite vous en parler très longuement. Mais on n'est pas suffisamment attentif à ce que dans tout professeur, me semble-t-il, il y a un don de soi. Le vrai professeur donne quelque chose et c'est un métier qui, au fond, s'accoutume à une part d'ingratitude parce que l'élève n'a pas conscience de ce don immédiatement. On parle souvent de la lettre très belle de Camus à son instituteur quand il a reçu le prix Nobel, Louis Germain. C'est une très belle lettre. Enfin, Camus a pris conscience de cela en recevant le prix Nobel. Et donc, ça signifie que souvent, un professeur, il attend très très longtemps, parfois sa retraite, pour avoir un jour un message. Moi, ça m'arrive très régulièrement. Un remerciement. Et pour tout vous dire, moi-même, j'ai mis souvent du temps à remercier mes propres professeurs. Alors, puisque vous parlez d'ingratitude, justement, c'est aussi un ressenti qui est très fréquent chez les enseignants en France, qui a été dit de nombreuses fois. Des manifestations d'enseignants ont lieu, et cela faisait très 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 longtemps, depuis de nombreuses décennies, on n'avait pas eu ça en France. Cette perception, selon vous, à quoi est-elle due? Est-ce que c'est de la responsabilité à la fois des parents, de la non-reconnaissance que ressentent aussi les enseignants vis-à-vis de l'État, vis-à-vis aussi peut-être des ministères en question? Vous venez de citer de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Comment vous interprétez ce ressenti aujourd'hui, cette ingratitude perçue? Alors, cette ingratitude, elle touche en réalité tous les passeurs de savoir. Il y a les enseignants, mais il n'y a pas que les enseignants. Aujourd'hui, vous voyez, un médecin, il voit assez souvent un patient arriver en disant « Docteur, j'ai ça, et j'aimerais que vous me prescriviez cela ». Parce qu'il a été sur Internet, très bien. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Mais vous avez toute une série de professions qui étaient passeurs de connaissances, de savoir, formation de l'esprit, qui jouaient un rôle extrêmement important dans la société, qui aujourd'hui se trouvent contestés, remis en cause, et se trouvent donc ébranlés par tout cela. Ce qui oblige à repenser la place de ces professions dans la société, qui sont absolument indispensables. Et sans doute doit-on se dire aujourd'hui, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, 3 ans, 23 ans. Qu'est-ce qu'un professeur dans la société française et quelle est la place qu'on doit lui reconnaître? Comment lui-même doit se faire reconnaître? C'est tout le débat sur l'autorité qui a été lancé. Et de manière générale, j'insiste bien là-dessus, la reconnaissance que l'on doit avoir. J'ai été 9 ans recteur d'Aix-Marseille. Et dans tous les rectorats, il y a une personne, une assistante qui s'occupe des courriers très abondants que reçoit un recteur. Et j'avais coutume de dire qu'au moins une fois dans l'année, je recevais une lettre de parents qui me disaient « Mon fils, ma fille a eu un professeur extraordinaire, vraiment ».
Et une année, cette assistante, Lisa, me dit « Ah, monsieur le recteur, écoutez, cette année, on en a eu 2. Et alors, l'année du Covid, ça a été vraiment, on a battu tous les records, on en a eu 3. Mais on n'a jamais dépassé cela. Alors que concrètement, un recteur doit recevoir au minimum 3 lettres par jour pour se plaindre de tel ou tel professeur. » Donc c'est le manque de reconnaissance aussi des parents, finalement, vous pointez du doigt. Oui. Alors, bien sûr, il faut que nous travaillions, enfin, notre travail ne peut se faire qu'avec les parents. C'est vrai que peut-être, à une certaine époque, je pense ancienne, les parents étaient tenus en lisière de l'école. C'est sans doute vrai. Mais concrètement parlant, les parents doivent bien comprendre ce qu'est le métier d'enseignant, qui est un métier, j'insiste bien, de patience, qui est un métier nerveusement assez fatigant. On s'en est rendu compte dans le Covid. Brusquement, tout le monde s'est dit oui, c'est un vrai métier. Et on applaudissait tous nos enseignants à 20h, tout comme nos infirmières. Tout à fait, tout à fait. Et il faut, me semble-t-il, globalement, qu'on fasse redécouvrir aux Français ce qu'est ce très beau métier d'enseignant. Bernard Beignet, vous êtes donc à la tête du rectorat de Paris aujourd'hui, mais après avoir expérimenté les écoles du futur à Marseille, avec Marseille dont vous étiez recteur d'académie, cela concernait, il me semble, je ne sais pas très bien les chiffres, mais je crois 58 ou 59 établissements. Oui, à peu près. Ça ne cesse de croître. Oui. Voilà. Alors, les enseignants ressentaient à ce point le besoin d'une liberté pédagogique plus grande, car c'est aussi ça qui a été mis en place dans les écoles du futur. Oui, alors je pourrais en parler très longuement parce on n'a pas le temps, mais en quelques mots. Bien sûr, en quelques mots, le président de la République a décidé ça le 2 septembre 2021. Le cadre national, il subsiste. On n'a pas touché au cadre national, on n'a pas touché au programme, on n'a pas touché au statut des professeurs. Vous le dites, pardon, parce que c'était l'inquiétude, effectivement, à la fois du monde éducatif, mais aussi des parents. C'est peut-être pour ça que vous soulignez ce point. Peut-être, et je comprends cette inquiétude, mais je peux vous assurer que le cadre national n'a pas bougé. Mais pour prendre une image, si vous me le permettez, on a donné un peu plus de liberté pour peindre le tableau. Et les enseignants sur le terrain, ça touchait à Marseille, et ça touche toujours, puisque ce plan se poursuit, bien évidemment, avec le nouveau recteur, Benoît Delaunay, de dire aux équipes d'avoir formé une équipe. Former une équipe. Ça, c'est pas tout à fait la tradition française. Former une équipe, ayez un plan éducatif, et puis on vous donne une certaine liberté sur la manière d'agencer l'emploi du temps, de traiter certaines choses. Et alors, la petite révolution, évidemment, ça a été quand nous avons donné une carte de paiement au directeur. Alors, cette carte de paiement, elle est à hauteur, le montant maximal, c'est 1 800 €. C'est vous dire qu'il est quand même très difficile d'aller dans un casino pour claquer l'argent éventuellement. De l'État, d'accord, c'est ce qu'ils se sont entendus. Mais ça sert à quoi, justement, cette carte de paiement? Ah bien, très simplement, vous savez que dans un système français très administratif, pour commander une boîte de crayons, il faut 3 formulaires, il faut attendre, enfin bref, 3 crayons, ça peut vous prendre 3 mois. Et bien là, avec la carte de paiement, tout simplement, le directeur va dans une librairie et achète sa boîte de crayons. Alors ça, c'est la liberté, effectivement, pour les directeurs d'établissement, mais aussi une liberté pédagogique, c'est ce que je soulignais par rapport aux enseignants. Oui, tout à fait. Et par exemple, alors un élément tout simple, il n'est pas rare en France que dans une école, vous ayez plusieurs systèmes d'apprentissage de la lecture. Et alors, il ne faut pas s'étonner que le jeune, s'il en a rencontré 2 ou 3, il ne sait plus très bien s'y retrouver. Et là, de dire quelle méthode on va retenir, soit dit en passant, on utilise en France des méthodes vraiment classiques, habituelles, et de voir comment la pédagogie peut varier. Alors sans entrer dans le détail, on a beaucoup parlé, vous savez, du mobilier flexible. Alors le mobilier flexible, c'est tout simplement qu'on peut avoir la salle de classe que nous avons tous connu, et puis on peut modifier tout ça de telle manière que les enfants puissent travailler 2 par 2 ou tout seuls, donc rompre la monotonie. Ce qui est très important dans une école, très important, mais c'est valable partout ailleurs, c'est que l'élève ne s'ennuie pas. Et il faut bien reconnaître qu'un élève peut s'ennuyer. Ça arrive. Ça m'est arrivé à moi en tout cas. C'est rassurant, vu le parcours que vous avez. J'insiste un petit peu sur les écoles du futur et sur les innovations dont vous venez de parler, effectivement, sur le fait de rompre la monotonie et surtout sur l'idée du décrochage scolaire qui était très importante, qui continue d'être très importante en France. Est-ce que ces écoles du futur, entre autres, ont permis justement de lutter contre ce décrochage scolaire? Alors oui.
Oui, parce que concrètement parlant, à partir du moment où un élève a envie de venir à l'école, et il faut qu'il se sente chez lui à l'école, qu'il s'approprie l'école. Et puis, dans le plan Marseille en grand, le président de la République nous a permis d'ouvrir des microstructures. Les microstructures, c'est des micro-collèges, micro-lycées qui sont faits pour des élèves qui ont décroché. Ils ont décroché, ils ont claqué la porte, ils en avaient vraiment par-dessus la tête, mais ils s'aperçoivent qu'ils sont dans une impasse et ils reviennent. Alors ça, c'est quelque chose, je trouve, de fascinant, parce que ces jeunes ont conscience qu'ils sont à la dérive, ils viennent vers la bouée de sauvetage, et là, concrètement, les coordonnateurs de ces micro-lycées, micro-collèges, on leur donne carte blanche pour avoir un projet éducatif. Ce qui m'a le plus plu dans 2 lycées marseillais, c'est qu'on a dit aux jeunes, on vous donnera le baccalauréat, enfin on vous fera passer le baccalauréat et on vous fera passer le permis de conduire. Ça, c'est une nouveauté quand même. Quand on parle de décrochage scolaire, on parle aussi de problématiques d'inégalité, de mixité sociale et scolaire. Est-ce que les groupes de niveau annoncés par le Premier ministre et par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, sont une solution pour vous? Alors, d'abord, la mixité sociale est une chose, me semble-t-il, différente, mais il est vrai que vous avez raison, elle entraîne l'inégalité scolaire. C'est un point important. Deuxièmement, rappelez que la politique de la ville ne dépend pas de l'éducation nationale. Nous prenons la population telle qu'elle est, avec l'évolution qu'il y a en particulier dans les grandes métropoles. De fait, le collège unique qui a été voulu par le président Giscard d'Estaing, on a commémoré il y a quelques jours le 50e anniversaire de son élection. Le Premier ministre actuel, Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, a dit, et je crois qu'il faut répéter cette formule parce qu'elle résume tout, il ne faut pas que le collège unique devienne le collège uniforme. C'est une formule qui résume tout. Le collège unique, tout le monde y tient parce que c'est là où effectivement se fait la rencontre des différentes populations, mais il y a des niveaux qui peuvent varier. Et en faisant des groupes de besoins, en fait, on corrige l'inégalité parce qu'il y a des élèves qui ont besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus de méthode pour apprendre le français et les mathématiques, puisque les groupes de besoins portent sur ces 2 disciplines. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des élèves qui, vous savez, ils dévorent le programme rapidement, qui eux ont besoin d'aller un peu plus vite. Et ça, je suis le premier à vous dire, en tant que professeur, que c'est un exercice difficile pour les professeurs, parce qu'à l'intérieur d'une classe, il va falloir discerner ceux qui ne sont pas du même niveau. Difficile, mais est-ce que c'est vraiment important et nécessaire pour des enfants qui, pour le coup, sont en perte de vitesse? On ne parle pas de ceux qui arrivent justement à s'en sortir, mais de ceux qui, justement, entre guillemets, galèrent. Pour eux, est-ce que vraiment être séparés, être dans un groupe avec un niveau plus faible, ce sera porteur de réussite? Alors attention, ces groupes de besoins pour ces élèves plus faibles, ce sera pour les prendre à part momentanément, pour les faire progresser dans ces disciplines français et mathématiques, mais le groupe classe demeure. Le groupe classe demeure. Et là-dessus, il faut bien insister. La ministre Nicole Belloubet a été parfaitement claire. Les groupes de besoins, c'est à l'intérieur de la classe et il n'y aura pas des classes de niveau qui, là, effectivement, risqueraient d'éclater complètement le groupe classe et d'avoir des effets sans doute néfaste. Le temps passe et j'aimerais discuter beaucoup avec vous de plein de sujets qui nous occupent évidemment sur l'éducation. Parlons des fermetures de classes, d'épineux dossiers donc vous attendent forcément à Paris, en Ile-de-France, à commencer par la future carte scolaire qui prévoit à Paris la fermeture de 134 classes dans le premier degré dès la rentrée prochaine. Alors forcément, la question est comment prévenir justement un basculement des élèves vers le secteur privé? Alors, d'abord, je ne suis pas là pour me laver les mains. Ça a été décidé par mon prédécesseur. Et certainement que j'aurais dû faire la même chose. Un chiffre à rappeler. En 10 ans, la ville de Paris a perdu 32 000 élèves. 32 000 élèves. Et on voit bien... À cause, de la baisse démographique, à la fois du départ, effectivement, pendant le Covid, c'est ça? De beaucoup de familles? Oui, qui sont d'ailleurs en partie venus à Marseille. Oui, alors il ne faut pas exagérer cet exode, mais c'est surtout le fait que, vous voyez, le prix d'achat à Paris, les locations, ce n'est pas propre à Paris. Hein. Encore une fois, on trouve ça souvent dans des grandes métropoles de la même manière. J'étais recteur à Aix, on avait le même phénomène. Les couples jeunes ayant des
les enfants, il leur est difficile d'habiter ces centres-villes. Et probablement que ce déclin démographique va se poursuivre. Concrètement parlant, il faut ajuster les choses. Paris est une ville qui a très peu rendu de postes dans le passé, alors qu'il y avait un déclin démographique. On va faire les choses de manière apaisée. Il ne s'agit pas de fermer mécaniquement. Et puis, il faut que nous puissions réfléchir comment, avec des écoles qui auront moins d'élèves, des collèges qui auront aussi moins d'élèves, eh bien, ce que l'on perd sur le quantitatif, on le gagne sur le qualitatif. Comment? De quelle manière? Comment quand vous avez moins d'élèves, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec 30 élèves, tout simplement. Par exemple, vous parliez des groupes de niveau. On peut avoir des classes d'immersion pour apprendre des langues. J'ai visité l'autre jour, avec la mairie de Paris, une école qui est pratiquement bilingue français-allemand. L'académie, la ville de Paris, dans une ancienne mairie du centre de la ville, a créé l'Académie des langues. On peut donc innover plus facilement face à des petits effectifs que quand on a des effectifs plus lourds. Et nous allons aller dans ce sens-là. Excusez-moi, mais quand il y a des classes aujourd'hui de 28, 29 ou 30 élèves, on peut imaginer qu'en fermant les classes, on aura peut-être moins d'élèves. J'arrive pas à comprendre le principe, pardon. Alors, la fermeture des classes, elle est liée au fait qu'objectivement, nous sommes bien obligés de tenir compte de ce que concrètement la démographie fait que on n'a plus les élèves qu'on avait autrefois. Mais dans une école qui aura moins d'élèves, globalement. Donc on a fermé une classe, on a moins d'élèves, on peut les répartir différemment, et là on peut, pourquoi pas, dire on fera de l'immersion d'une langue différente. Et c'est ce à quoi j'aimerais que nous puissions réfléchir. Nous avons moins d'élèves, essayons qu'ils deviennent meilleurs. Donc comment fait-on pour ne pas faire en sorte que les élèves basculent? Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas négatif le privé, mais en l'occurrence on s'occupe du public. Donc comment faire pour que les élèves ne basculent pas dans le privé? Je viens presque de vous donner la réponse. Oui, mais j'insiste un peu, j'avoue. Mais la transition est parfaite. Les parents... alors d'abord, il y a un choix. Si les parents vont dans le secteur privé, en particulier confessionnel, pour des raisons éducatives, c'est leur droit, ça ne se discute pas. Oui. En revanche, s'ils vont vers le privé pour fuir le public, ça, ce sont des raisons négatives. Alors, on peut les comprendre, mais concrètement, on doit pouvoir leur dire, mais vous trouvez aussi bien dans le public. Et on doit faire en sorte que tout ce qui est facteur d'attraction dans le secteur privé se retrouve dans le secteur privé, du secteur public. Et en particulier, j'insiste bien, parce que la mairie de Paris est très sensible sur l'apprentissage des langues. La montée de la violence entre jeunes, autre sujet très important évidemment, l'académie est concernée, mais quel niveau d'inquiétude selon vous? Alors, bien sûr qu'il y a une montée de violence. Permettez-moi d'insister sur un terme dont il faut un peu se méfier. Couramment, moi-même d'ailleurs, on parle du harcèlement scolaire. Il faut être prudent dans cette dénomination parce qu'on a le sentiment que c'est l'école qui engendre le harcèlement. En réalité, il est plus juste de parler du harcèlement en milieu scolaire, car la plupart du temps, le harcèlement a une cause extérieure au monde éducatif, et même c'est le monde éducatif qui permet de s'apercevoir qu'il y a du harcèlement, lequel souvent se poursuit en milieu familial ou en dehors, d'une part, et puis y porter remède. Alors il est vrai que ce problème qui n'est pas nouveau s'est densifié. On parle beaucoup, et avec raison, du cyberharcèlement, parce que autrefois, il y avait une bagarre sur la cour, ou il y avait des insultes sur la cour, ça se terminait sur la cour. Là, malheureusement, le jeune harcelé ou avec des photos ignobles regardera ça sur son téléphone durant la nuit. Mais là, on arrive avec des couteaux, on arrive de la violence qui était dans le cadre scolaire, et puis aux abords des bâtiments. Oui, alors... Nous travaillons bien sûr avec la préfecture de police sur en particulier le phénomène des RICS que nous avons identifié. Nous avons donné une liste d'une quinzaine d'établissements qui nous paraissent en danger à la préfecture de police pour faire en sorte que les abords des établissements soient davantage sécurisés. Par ailleurs, les collectivités locales elles-mêmes mettent à notre disposition des brigades de renforcement pour empêcher tout cela. On a fait des progrès assez sensible, mais je ne suis pas là pour vous dire
tout va très bien. La société dans laquelle nous vivons est une société irritée, agressive, violente. On le voit tout simplement en prenant les transports en commun, on le voit dans la rue ordinaire. Et on voit bien que l'éducation, c'est montrer à un jeune qu'en faisant le bien, en choisissant la voie du bien, il est gagnant pour lui et pour les autres. Et les médias jouent un rôle important dans tout cela. Tout à fait, exactement. Et nous avons à cœur de le faire de la meilleure manière si possible. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'être venu sur notre chaîne, School TV, je suis un peu perdue. Bernard Beignet, recteur de l'Académie de Paris, de la région académique d'Île-de-France et chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Sylvie Vassallo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Comment est née l'idée de créer un réseau européen de littérature et de bande dessinée jeunesse? C'était une façon de se dire à un moment, il faut que les livres, la littérature, les auteurs puissent parler à l'Europe entière? Oui, alors c'est venu du fait que les enfants d'aujourd'hui sont des enfants européens, ils vivent dans un espace commun et pour autant on a peu l'habitude de se demander à quel point l'Europe est importante dans leur quotidien et dans leur quotidien littéraire. Pour ce qui est du Salon du Livre et la Presse Jeunesse qui a 40 ans cette année, nous avons des partenaires européens depuis longtemps. On a invité des pays d'Europe, des littératures d'Europe à notre salon. On a rencontré des organisateurs d'événements littéraires qui font un peu la même chose que nous, qui défendent la littérature de jeunesse, qui font la promotion des auteurs, des autrices, qui permettent de développer la lecture. Parfois, on a déposé des projets auprès de la Commission européenne pour justement faire circuler ces auteurs. Et on s'est dit, on va franchir le pas, on va créer un réseau qui soit un réseau construit pour réfléchir complètement à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire d'une part faire circuler les auteurs à l'échelle européenne plus aisément, mais aussi s'entraider sur certains sujets qui nous paraissent importants, comme la question du développement de la lecture vis-à-vis de publics spécifiques, des publics en situation de handicap, par exemple, ou sur la question du plurilinguisme, qui est une question évidemment importante en Europe, avec la mobilité des enfants, des familles, des populations, sur la question du développement durable. Voilà, on a des questions qui sont communes, qui se présentent autrement dans un pays que dans un autre, et on s'est dit qu'il fallait unir nos réflexions, unir nos pratiques, échanger, construire ensemble. Alors, la littérature, c'est assez vaste, évidemment. Il y a les romans, il y a les bandes dessinées, entre autres. Quand on parle, par exemple, de bandes dessinées, souvent, on le remarque, et notamment ici, sur ce plateau, lorsqu'on reçoit des auteurs ou autrices, les bandes dessinées sont extrêmement engagées. Je parle de la littérature jeunesse, souvent avec des thématiques qui reviennent évidemment, comme l'écologie ou comme le développement durable, l'engagement, voilà, exactement, tout ce qui va toucher, finalement, aux thématiques dont on parle aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi ça que vous cherchez à développer au travers de ce salon? Oui, enfin, en tout cas, c'est sûr que la littérature jeunesse et la bande dessinée pour les enfants sont deux secteurs, enfin, c'est un secteur commun finalement, c'est deux façons d'écrire des histoires un peu différentes, mais en tout cas, ce sont des autrices et des auteurs qui ont à cœur d'échanger avec la jeune génération sur les enjeux de leur siècle, donc qu'ils soient jeunes auteurs ou moins jeunes auteurs ou autrices, ils sont impliqués dans le monde d'aujourd'hui, il y a une volonté de transmission, c'est un peu la force aussi de cette littérature qui raconte des histoires, mais qui transmet aussi des valeurs, qui transmet des passions, qui ouvre des questionnements. Alors justement, parce que des questionnements en Europe, alors en France déjà on se pose beaucoup de questions et déjà on est un peu perdu pour les valeurs de certains qui ne sont pas forcément les valeurs des autres. Comment on fait pour réunir au sein donc de l'Europe et d'un réseau, premier réseau européen de littérature et bande dessinée jeunesse, comment fait-on pour pouvoir être cohérent sur les valeurs partagées? On essaye déjà d'échanger les sujets qui nous préoccupent, ce qu'on peut repérer à la fois dans la création littéraire et ce qu'on peut également repérer dans les enjeux de société et la manière dont les enfants les appréhendent. C'est vrai que par exemple la question du développement durable ou de l'écologie, c'est une question importante parce qu'elle est notre question d'avenir à toutes et à tous, et ça touche le livre à la fois sur ses contenus mais aussi sur la filière livre elle-même. Le livre, c'est du papier, les encres sont polluantes, il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux concrets autres que les enjeux artistiques. Donc on essaye de faire un peu le tour entre nous des sujets
sujets qui nous semblent être prioritaires et à partir de ces sujets prioritaires, déterminer des axes d'action communs où les actions des uns et des autres peuvent servir un peu de modèle aux autres. Parmi les sujets dont nous avons beaucoup débattu à la création de ce réseau, il y a le sujet du handicap, oui. Parce que pour de multiples raisons, les personnes qui sont en situation de handicap sont des personnes qui ont des difficultés pour aller vers la lecture. Alors bien sûr, le handicap moteur, qui parfois peut carrément empêcher de tourner les pages d'un livre, de tenir un livre dans ses mains, mais il y a toute une série de handicaps cognitifs qui sont vraiment très problématiques et parfois des éléments qui sont moins liés, enfin, dont on ne dirait pas forcément que c'est une situation de handicap, mais toutes les dyslexies, par exemple, toutes les 10, c'est un nombre de personnes et d'enfants qui sont très très nombreux à l'échelle de l'Europe. Donc quand on échange entre nous, on va regarder, par exemple en France, il y a de plus en plus d'éditeurs qui appréhendent cette question, qui font des éditions adaptées. Qu'en est-il en Italie? C'est moins le cas. Qu'en est-il en Espagne? C'est moins le cas. C'est une façon d'inclure le numérique aussi, justement, pour ces personnes en situation de handicap. Et ça nous permet de voir quelles sont les solutions dans différents pays et s'appuyer dessus pour les étendre à l'échelle européenne. Est-ce qu'au sein de l'Europe, tous les enfants ont le même accès à la lecture? Non, il y a des politiques du livre qui sont très très différentes à l'échelle européenne. En France, on est plutôt un pays avec un réseau de lecture publique qui est très développé, avec un niveau d'édition qui est parmi les meilleurs au monde. Donc on se plaint et on a raison d'être inquiet du niveau de lecture des enfants et des jeunes, mais je pense qu'on n'est pas... du côté de l'accès au livre et à la lecture, on n'est pas parmi les pires. Souvent, dans les pays du Nord et d'Europe de l'Est, du Nord-Est, il y a un très bon accès aussi à la lecture et c'est moins vrai vers le sud de l'Europe. Alors, on n'est pas très très bon en langue en France, on ne va pas se mentir là-dessus. En anglais, on n'est pas géniaux, et encore moins en espagnol et en allemand. Est-ce que ouvrir, j'imagine que c'est le but, ouvrir ce premier réseau européen de littérature, c'est aussi une façon d'amener à la fois les jeunes à découvrir d'autres langues, mais aussi une façon de pouvoir partager d'autres manières, et donc peut-être en mettre en valeur aussi les traducteurs, mettre donc en avant d'autres manières de vivre finalement le livre. Oui, alors c'est une façon d'y contribuer parce que les enjeux de rapport aux langues étrangères en France sont aussi des enjeux très liés à la question de l'éducation, mais c'est vrai que les histoires peuvent être un sacré point d'appui. On voit par exemple que la jeune génération a pas mal appris l'anglais avec les séries à la télé, donc on se dit que la littérature peut également servir à ça, pourquoi pas. Alors il y a des éditions plurilingues en France, il y en a dans d'autres pays. En fait, on a commencé à lister aussi ce qu'on pourrait faire ensemble, comme faire circuler des malles de livres communes ou des références littéraires qui existent dans différentes langues et qui permettent de passer d'une langue à l'autre. Travailler sur la question de la traduction, c'est effectivement très important et impliquer les jeunes sur ce sujet. Faire circuler les auteurs, mener des rencontres littéraires en plusieurs langues. Ça peut être aussi une façon de passer d'une langue à l'autre aisément. S'appuyer donc sur des objets qui sont plurilingues, des jeux de langue. Voilà, il y a plusieurs idées comme ça qui peuvent se mettre en place et qui peuvent permettre de contribuer à ce sujet qui est évidemment très important pour la construction européenne. À la veille des élections européennes, fatalement, on a dû vous poser des questions sur ce sujet, notamment tous les jeunes qui vous entourent et les personnes que vous avez rencontrées lors de la foire du livre de jeunesse de Bologne en 2024, qui était le point de démarrage finalement, point d'ancrage de ce premier réseau européen de littérature. Est-ce que aussi on a besoin, dans cette logique de littérature engagée, d'avoir aussi une littérature qui est engagée sur le plan politique et toujours ces valeurs qui sont véhiculées? En tout cas, on a besoin, ça dépend comment on entend le plan politique, mais si on l'entend au plan d'être capable de s'occuper des affaires de notre monde, de nos affaires individuelles, mais surtout de nos affaires collectives, oui, on a besoin d'une littérature qui contribue à ce que les enfants et les jeunes se sentent citoyens et se sentent partie prenante de leur avenir. Ça me semble très important. La citoyenneté européenne, c'est pas seulement un passeport, c'est pas seulement... on a besoin que ce soit quelque chose qui circule entre nous et qu'on puisse s'approprier cet espace, y vivre bien, pouvoir y circuler, pouvoir agir ensemble, pouvoir penser l'avenir ensemble, ce qui aujourd'hui pour les enfants et les jeunes n'est pas si simple. Être partie prenante, c'est peut-être aussi proposer des actions pour les jeunes, justement, s'ils veulent s'engager auprès de vous, auprès du salon? Auprès du salon, on accueille les jeunes de multiples manières, avec des enfants tout petits. On a des initiatives pour les familles en direction des enfants, des bébés, etc., jusqu'aux adolescents. Donc déjà, leur permettre d'accéder à la littérature, pour nous, c'est un sujet important.
Merci beaucoup Sylvie Vassallo d'être venue sur le Grand JT. Je rappelle que vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'il y a les dates à rappeler que je n'aurais pas rappelées? Non. J'ai tout fait. Les dates du salon, c'est en novembre. Voilà. Et puis là, cet été, on a un grand parc d'attractions littéraires à la Courneuve. Voilà, c'est à la veille des JO et donc c'est sur le thème du sport avec un abécédaire décalé et sportif de la littérature de jeunesse. Donc c'est un petit événement également. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va retrouver tout de suite Guillaume Ouattara pour sa chronique. Guillaume, pour votre chronique, on peut conseiller, si vous le voulez bien, aux plus jeunes de quitter l'écran parce qu'on va parler pornographie, inceste et passion economy. Tout un programme, évidemment, pas un programme très réjouissant, mais évidemment intéressant quand même. Commençons par le dernier terme, passion economy. Alors, le terme de passion economy, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'économie de la passion. Et c'est ce dont il va être question dans cette chronique. Qu'est-ce que c'est? Le pitch, il est très simple. Vous le savez, à la fin des années 2000, on a vu apparaître sur Internet et sur les réseaux sociaux des créateurs de contenu, des youtubeurs qui ont commencé à avoir énormément de communautés. Et plus on a de communautés, plus on se demande comment on peut vivre de cette communauté. Alors, pour les youtubeurs, au début, c'était assez simple. C'était un système de revenus publicitaires grâce aux vidéos qu'ils produisaient. Mais sont arrivés les candidates et candidats de télé-réalité qui là ne produisaient pas grand-chose et qui avaient des besoins d'argent. Alors ils ont commencé par faire des bookings en boîte de nuit et les gens payaient pour aller voir des candidates et des candidats de télé-réalité. Mais très vite, on est entré donc dans ce qu'on appelle l'économie de la passion, la passion economy, avec le placement de produits. En gros, les candidates et candidats de télé-réalité faisaient la promotion d'objets, de biens, de services, moyennant finance. Le problème de tout ça, c'est que il y a eu des arnaques, beaucoup d'arnaques, à tel point qu'on parle désormais d'influx voleurs pour parler de certaines candidates et candidats de télé-réalité. Il a donc fallu réfléchir à de nouvelles manières pour les créatrices et créateurs de contenu de se faire de l'argent. Et c'est en 2016 que est né OnlyFans, la plateforme de monétisation de ces fameux contenus. Exactement. C'était un nouveau moyen pour les influenceurs de se faire de l'argent. Alors au début, OnlyFans, que vous connaissez et dont on va revenir sur l'utilisation concrète aujourd'hui dans quelques instants, mais à l'origine, c'est une plateforme pour créer une espèce d'Instagram privé. On propose par exemple aux internets de fournir des clips, des photos aux abonnés moyennant un petit abonnement. Vous êtes fan d'un chanteur, d'une chanteuse, vous payez 10 € par mois et vous avez les coulisses des concerts. Vous êtes fan d'un mannequin, vous payez 10 € par mois et vous avez les coulisses de shooting. Oui, mais voilà, en 2018, changement de cap, on se rend compte qu'en fait, avoir des photos de concerts, ça ne sert à rien et que ce qu'il y a de plus intéressant et ce qui paye, c'est le cul. Et donc, à partir de 2018, la plateforme devient une plateforme pornographique. En clair, vous êtes candidat télé-réalité ou vous avez une audience sur les réseaux sociaux, vous mettez un lien OnlyFans dans votre compte Instagram qui permet, moyennant abonnement, d'accéder à du contenu érotique, voire pornographique. Vous payez 10 € par mois et vous avez accès à des photos. Ça, c'est le modèle OnlyFans, c'est le feed privé moyennant abonnement. Et puis, la deuxième manière dont ça fonctionne, c'est qu'une fois que vous êtes abonné à un créateur de contenu qui vous envoie du contenu suggestif dans son feed, vous pouvez également le contacter ou la contacter en privé avec des demandes plus spécifiques, liées à certaines zones de corps qui seraient érogènes chez vous, et le créateur et la créatrice peut vous proposer, moyennant 50, 100, 500, 1000 € de vous envoyer cette fois du contenu exclusif. Exemple, vous êtes fan de mains et vous avez envie d'avoir des photos zoomées des mains d'un créateur de contenu que vous aimez bien, vous lui faites une demande, 50 € et vous avez une photo exclusive de main. Un véritable fléau, Guillaume, absolument dramatique. Alors, vous allez nous emmener en Norvège, où une sombre histoire sous fond d'inceste agite le pays. Racontez-nous. Oui, parce que beaucoup de personnes s'inscrivent sur la plateforme OnlyFans. Ça n'est plus seulement réservé aux gens qui ont des grosses communautés, mais on peut également s'inscrire avec une petite communauté et se faire de l'argent qui paraît facile. En Norvège, un psychologue a raconté une histoire avec l'autorisation des protagonistes, évidemment, d'un père de famille, sans aucun souci particulier, qui s'était abonné à une créatrice de contenu pornographique sur OnlyFans qui préservait son anonymat, il ne montrait pas qui elle était et à laquelle il a demandé et payé pour un certain nombre de photos sexy qui
permettait d'assouvir ses fantasmes. Sauf que le problème, c'est qu'il s'est rendu compte, après quelques semaines d'échanges virtuels, que cette jeune femme à qui il parlait, eh bien, c'était sa fille. Voilà ce qu'est venu dire, ce qu'a expliqué le psychologue Ton Aldersen. Il est venu me voir, le père de famille, parce qu'il était tellement bouleversé qu'il avait des idées suicidaires. Il ne pouvait plus regarder sa fille. Le fait que sa propre fille ait réalisé ses fantasmes le rendait physiquement malade. Alors, le père de famille a fini par prévenir sa fille. Ensemble, ils ont décidé de ne rien dire à la mère, la femme de ce monsieur-là, et de faire une thérapie. La fille, elle a trouvé ça dégoûtant. Elle s'est mise à penser qu'il était risqué d'être anonyme sur OnlyFans. Il s'agit bien sûr d'un exemple particulièrement choquant, mais tous les thérapeutes connaissent des cas similaires, continue le psychologue. Dans ce cas, le père et la fille ont heureusement pu surmonter leur choc grâce à la thérapie. Alors OnlyFans et son homologue français, eh bien c'est un business mondial extrêmement juteux sur lequel vous souhaitez évidemment nous alerter. 1 milliard de dollars en 2022, c'est le chiffre d'affaires faramineux de la plateforme OnlyFans. Un business monstrueux mais qui fait beaucoup de victimes. Beaucoup de personnes sont attirées par l'argent facile et se retrouvent à vendre sans réflexion du contenu sur la plateforme. J'ai ainsi pu échanger avec un créateur de contenu. Il a aujourd'hui 21 ans, ça fait 3 ans qu'il s'est lancé sur OnlyFans. Il a commencé à tout juste 18 ans à poster des photos dénudées avant d'aller de plus en plus loin dans la surenchère et de faire désormais du contenu pornographique. Et bien quand on lui parle, il explique que s'il pouvait revenir en arrière, il reviendrait totalement en arrière. Aujourd'hui, il ne gagne que 400 à 500 euros les bons mois grâce à son compte OnlyFans, un bien maigre salaire vu ce que ça demande pour ce jeune homme qui est devenu travailleur du sexe. Pas de jugement-valeur ici, mais simplement le constat que l'argent facile a des conséquences. Dans le cas de ce jeune avec lequel j'ai échangé, la famille lui est tombée dessus et a décidé de couper les ponts avec lui. Et ça a commencé très jeune, 18 ans, mais il connaissait déjà la plateforme bien avant, quand il était mineur, même s'il n'avait pas le droit de s'inscrire dessus. Comme d'habitude, beaucoup de prévention et de dialogue évitent de tomber dans les pièges dont recèlent les réseaux sociaux. Cette chronique, évidemment, non pas pour vous motiver, mais pour vous protéger, bien sûr, et pour comprendre comment cela fonctionne. Merci beaucoup, Guillaume. On va tout de suite retrouver Malika Maynard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est le chanteur Gwendal Marimoutou. À l'école, t'étais quel genre d'élève ? Sans problème de comportement, hyper... Non mais est-ce qu'il est important de le dire ? Tout de suite, sans problème de comportement. C'est pas banal comme réponse d'entrée. C'est ça qui m'a sauvé en fait. J'avais énormément de lacunes. Parce que, je sais pas, j'avais fait d'abord une maternelle dans une école publique où finalement on jouait énormément mais on n'apprenait pas grand-chose. Donc je suis arrivé après dans un établissement privé toute ma primaire et mon collège et tout le monde savait écrire, moi pas. Et donc je galérais au début parce que en fait je connaissais les réponses, enfin j'étais pas teubé, c'est juste j'arrivais pas à j'écrivais trop lentement. Heureusement que je suis tombé sur une maîtresse compréhensive, mais du coup voilà, j'ai dû faire des exercices et tout et ça m'a pris jusqu'en je sais pas CE2 pour écrire vite quoi. Ok, ah ouais. Ouais, donc j'ai toujours eu T'as dû compenser avec un bon comportement, c'est ça ouais, que tu veux exactement. dire. Bah, de toute façon ma mère, c'était très simple, à chaque fois elle disait genre que tu galères dans le travail et tout, c'est une chose, mais par contre qu'on vienne pas me dire que je t'ai mal éduqué, quoi, tu vois. Donc non, comportement toujours assez exemplaire tout le temps. J'avais la confiance aussi des profs, des surveillants, etc. Mais par contre, lacune depuis toujours, parce qu'après aussi, il y a un moment où j'ai pu, à partir de 16 ans, tu sais, tu peux travailler vraiment. T'es plus soumis justement à la protection des mineurs, évidemment, à la DAS et tout ça. Et donc, j'ai commencé à partir de mes 16 ans à être sur scène, à faire mes tournages et tout. Donc, je partais régulièrement, j'étais à l'internat. Et donc là, je loupais énormément de cours. Mais t'étais à l'internat, donc fini la péniche alors. La péniche le week-end. Et la semaine, c'est à partir de quel âge que tu as été en internat ? 4e. Ok. 4e, 3e, première. C'était ton choix, le choix de tes parents ? C'était mon choix, ouais. Pourquoi ? J'avais envie d'être un peu plus indépendant. Justement, c'était l'époque où je m'entendais pas hyper bien avec ma petite sœur, avec mon père et tout. Et je m'étais dit, c'est cool parce que moi, j'étais passionné vraiment déjà par le chant, la danse, le théâtre. Et j'avais envie de me dire que le week-end, je pouvais remplir mon week-end d'activités. Donc de cours de chant, de cours de danse, de cours de théâtre, de cours de claquettes, de cours de cirque et tout. Et que du coup, la semaine, je la passais qu'à bosser pour que je puisse ne pas ouvrir un livre. Ouais, mais c'était quand même une volonté de rigueur finalement. Absolument. Il était où l'internat ? Il était au Mans. Ok, La Sarthe, ouais, à 50 minutes de train finalement de Paris. Et voilà, ça a été très challengeant, mais ça s'est bien passé là-bas ? pas trop. Ah bon ? Pas trop, ouais.
Pourquoi? Bon, après, je pense que on a mis un mot maintenant là-dessus, mais j'étais harcelé, moqué. Ce que tu n'avais pas quand tu étais scolarisé à Paris. J'avais aussi à Paris. À Paris, en fait, le fait d'habiter sur une péniche. Oui, ça te mettait déjà à l'écart du... Va comprendre les gens, il y avait un peu de racisme aussi. J'étais le seul noir de ma classe, par exemple. Et donc, les gens disaient ah, mais il se lave avec l'eau de la Seine, sa peau, elle est chimique, tu vois. Et ça, c'est des choses. Avec le recul, maintenant, c'est très grave. Ça veut rien dire, mais à l'époque, non, ouais. C'est déjà grave, mais en vrai, ça peut passer. Enfin, je veux dire, on peut s'en foutre et trouver ça ridicule. Mais c'est vrai que quand t'es en CE2, CM1, CM2, 6e, t'as 12 ans, ça marque en fait. Tu disais pas. Quoi, toi? Tu répondais quoi? Bah, j'avais pas beaucoup de répartie à l'époque. C'est vrai, parce que là, on voit quelqu'un qui a confiance en lui. Oui, mais je l'ai développé justement grâce à ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai développé ça en changeant d'établissement après régulièrement. C'est-à-dire qu'après, j'ai changé d'établissement en 4e, 3e. Je suis allé dans cet internat. Ça s'est mieux passé, justement, au départ, au collège. Parce que si je faisais vraiment. Je m'étais rasé les cheveux, par exemple. Tu voulais plus. Je voulais plus dépasser du cadre. Différencier des autres. Exactement. Et après, je suis revenu à Paris 1 an, puis je suis reparti à l'internat parce que, en fait, je suis revenu à Paris à 15 ans et j'ai passé plein de castings. Et j'avais pas de réponse, et ça marchait pas. Et du coup, je m'étais dit, bon, allez, retourne à l'internat. Dans le même internat? Ouais, retourne à l'internat en première et terminale. Travaille à fond, passe ton bac, comme ça après tu peux t'épanouir à 100% là-dedans. Sauf que la première semaine où je suis arrivé à l'internat, tous les castings que j'ai passés m'ont appelé pour me dire bah c'est bon, t'es pris. Donc c'est pour ça qu'a commencé. Il t'autorisait l'internat à partir Ouais. Bah justement, on parle de confiance. Le directeur, je faisais moi-même mes mots d'absence. Le matin, en fait, on pouvait m'appeler pour un casting ou pour un tournage. Et du coup, je prenais mon carnet correspondant, je remplissais mon mot, je le donnais au CPE et je bookais mon billet de train à 15 ans. Hein. Oui, donc tu as été très, très vite responsable. Et ouais. De toute façon, le fait que tu sois parti, tu avais une volonté de t'émanciper rapidement. Ouais, absolument. Mais du coup, de là, comme l'internat, c'est souvent une punition pour la plupart de mes camarades, là, je commençais à avoir une W. Du coup, j'étais super épanoui. Parce que là, j'avais vraiment l'artistique et l'école. J'étais trop content. Et ma joie de vivre, mon sourire et tout, dérangeait beaucoup plus mes camarades qui comprenaient pas... Qui voulait que je sois dans le même né milieu, avec quoi. Le sourire. Non, oui. t'es solaire, quoi, de tout le temps. Oui. Et ça les dérangeait? Ah oui, ça les dérangeait. Du coup, fallait plus que je parle de ce que je faisais. C'est pourtant agréable d'avoir quelqu'un qui est tout le temps souriant. Moi, tu sais, je pense que mais ça, je pense que c'est la vie en soi. Quand t'es épanoui et bien dans tes baskets, parfois tu renvoies aux autres. À l'autre, le fait qu'il l'ait pas, quoi. Ouais, une insécurité. Et parfois, on te le fait payer. Et à l'époque, on me le faisait payer, tu vois. Et moi, du coup, j'arrivais pas à comprendre parce que mes parents voulaient absolument que j'aille jusqu'au bac et c'est tellement important. En vrai, je suis très heureux vraiment de m'être accroché et d'avoir tenu. Mais de l'autre côté, j'étais déjà en train de travailler. Donc il y avait un truc continu de me dire mais j'ai pas besoin de ce bac pour faire ce que je suis en train de faire. J'étais en larmes tous les soirs. À partir du moment où j'ai commencé mon tout premier spectacle, à travailler et à vivre mon rêve, quand je retournais à l'internat, j'avais ma mère, qu'est-ce qu'elle a été patiente. J'ai dû l'appeler 200 fois, les 200 fois en larmes, et les 200 fois elle me répétait la même chose. Allez Gwendal, ça va aller, tu t'en fous, accroche-toi et tout. Mais à chaque fois, c'était parce que tu n'arrivais pas à te sociabiliser avec les autres? J'arrivais pas à me sociabiliser avec les autres, les profs c'est pareil, tu vois, ça se transformait. Les profs qui étaient un peu vieille école comprenaient pas forcément qu'il y ait quelque chose qui puisse... qu'il y ait quelque chose qui soit autant important que l'école. Pour eux, c'est inconcevable. Donc, du coup, ils me faisaient la misère. Et de l'autre, j'avais des profs qui m'aimaient, mais... Qui, à l'inverse, te portaient. Ouais, mais qui étaient genre... c'était beaucoup trop, tu vois, pour... Il n'y avait pas, en fait, de comportement normal. Il n'y avait pas de juste milieu. Donc, moi, j'ai assisté à mon conseil de classe, parce que, justement, personne ne voulait être délégué et tout. Moi, j'étais là en mode, écoutez, n'hésitez pas, au moins, je peux me défendre directement. Et c'était lunaire. Le conseil de classe, c'était les réseaux sociaux. Team Gwendal, Team Haters, enfin c'était chelou quoi. Et j'étais là en tout cas, ce que tu savais, c'est que tu laissais pas indifférent. Absolument. Donc c'est précieux après pour développer une carrière artistique. En tout cas, je sais que le fait de pas abandonner. Moi, c'est ce que je dis maintenant aux gens quand justement ils veulent embrasser une carrière artistique. Effectivement, on n'a pas besoin en soi du diplôme, mais à compétences égales. Tout le monde sait dans ce milieu que forcément l'école ça a été un passage un peu difficile, que quand tu es un peu plus sensible, que tu peux préférer la danse au foot, forcément tu as pu être moqué et tout, et que si tu as réussi à pas abandonner et être allé au bout... Ça montre ta motivation, ta force de caractère. Exactement. On va finalement préférer quelqu'un qui a son bac parce qu'on sait qu'il va pas abandonner
à la moindre difficulté. Et Dieu sait que ce métier est difficile aussi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Gwendal Marimoutou pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Comment on s'endort alors? Parce que ça, c'est aussi une des grandes questions que se posent les parents. Alors, l'endormissement, c'est à l'oreille entre le sommeil et la veille est régi par 2 processus. Tout d'abord, le processus S du sommeil. C'est un processus qui fonctionne un peu comme un sablier. C'est-à-dire que plus le temps est long depuis qu'on s'est réveillé, plus l'envie de dormir est pressante. Donc forcément, vous êtes plus fatigué, plus somnolent lorsque vous avez passé une nuit courte ou alors une nuit blanche. Et puis, un deuxième processus qui est le processus C comme circadien, qui va ouvrir les fenêtres du sommeil. Le rythme circadien. Oui. Expliquez-nous ce rythme circadien. Le rythme circadien est régi par l'horloge circadienne, en fait, qui veille à ce qu'on soit régulé sur un rythme nuit-jour, c'est-à-dire il nous synchronise par rapport à la lumière. C'est ce rythme qui se dérange un peu quand on voyage et quand il y a du décalage horaire. C'est ça, celui qu'on essaye de recaler. Exactement, quand on est en jet lag, quand on passe plus de 3 fuseaux horaires, quand on travaille de nuit, par exemple. Un concours des jeunes ambassadeurs et des jeunes ambassadrices qui invite les élèves des collèges, des lycées et des lycées professionnels à se mettre dans la peau d'un diplomate le temps de quelques semaines. Concours dont vous avez la charge, Christophe Lemoine, et qui s'est à nouveau tenu cette année. Racontez-nous, si vous voulez bien, l'origine et les tenants et les aboutissants de ce concours. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un concours qui a été créé en 2017 et qui est organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et plus spécifiquement par le service des archives diplomatiques. L'idée de ce concours, en fait, au départ, c'était d'inviter des collégiens et des lycéens à imaginer un dialogue, en fait, entre un ambassadeur et son ministre durant un événement marquant des relations internationales du XXe siècle. Donc c'est un concours qui associe pleinement le monde universitaire, mais aussi le monde de l'éducation nationale. Et l'idée en fait de ce concours, c'était d'une part de permettre aux participants, collégiens et lycéens, d'effectuer des recherches à partir d'un sujet qui leur était donné, à partir de documents qui ont été sélectionnés par les archives diplomatiques. Mais surtout, c'est un concours qui leur permettait d'avoir un premier contact avec la diplomatie, un premier contact avec le métier de diplomate et de comprendre en fait ce qu'est le métier de diplomate. Et puis, bien évidemment, c'est un concours qui allie aussi des qualités d'éloquence parce que c'est un concours qui se passe à l'oral. Et en gros, l'idée de ce concours, c'était en même temps de stimuler la curiosité des collégiens et des lycéens, de susciter un intérêt pour les relations internationales dans la perspective du bac ou du post-bac, puisque certains feront certainement des relations internationales après leur baccalauréat, et aussi un concours qui permet de faire connaître le Quai d'Orsay, ses métiers, son patrimoine à un jeune public. Il doit y avoir des nuances de postpartum. Oui, tout à fait. Et puis, comme on le disait, c'est pas forcément facile. Parce que, par exemple, on parlait, il y a aussi un entretien post-natal maintenant qui est proposé vers 6-8 semaines, post-accouchement. Mais pour moi, il vient peut-être un peu trop tôt, en tout cas pour le diagnostic de la dépression du postpartum. Moi, ce que je vois chez les femmes, cette dépression, elle est plutôt entre 3 mois et 12 mois après la naissance. C'est pour ça que jusqu'où va le postpartum, pas évident de le dire. Est-ce que c'est 1000 jours, 1 an, les 3 ans de l'enfant? Donc, en effet, ça donne un peu des catégories. Est-ce qu'aux 2 ans de l'enfant, on parle d'une dépression d'une postpartum ou d'une dépression tout court? Pas évident. Si je peux me permettre, sur les pères, on est entre 8 à 10%. C'est effectivement des chiffres sous-évalués. Il y a toutes les personnes qui n'en parleront jamais. Après, ce qui est complexe, c'est qu'il y a le postpartum et la dépression postpartum. C'est 2 choses bien distinctes et parfois, la nuance est assez fine. Une femme peut être en postpartum et pas se sentir très très bien, mais ne pas être en dépression postnatale. Et on sait aussi que les soins qui sont donnés aujourd'hui aux femmes ou aux diades mère-enfant vont généralement jusqu'au 1 an de l'enfant. Sauf que pour certaines femmes, le diagnostic de dépression postnatale va être très tardif. Il va dépasser les 1 an et parfois elles ne peuvent pas prétendre à ces soins parce qu'elles ont dépassé la période de prise en soins. Qu'est-ce qui caractérise les petits ou les gros dormeurs? C'est uniquement une affaire de chance, de génétique, Les petits, déjà, les petits dormeurs, ils sont
pas si nombreux que ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent petits dormeurs, mais parce que par des contraintes professionnelles, parce que des impératifs d'organisation. Ça, c'est plutôt du mauvais sommeil que du petit sommeil. Exactement. Ouais. Et puis, en sachant que la moyenne de durée de sommeil en population générale, chez l'adulte, elle est de 7 à 8 heures. Donc, au-delà de 9-10 heures, on est dans le long dormeur. Et puis, le court dormeur, c'est 5-6 heures de sommeil. Si on est un court dormeur, par définition, c'est physiologique, ça nous caractérise. Il y a certains gènes même qui ont été découverts, c'est très rare, mais qui exposent à être un court dormeur. Et en fait, on pense que les centres d'éveil de ces personnes-là seraient super opérationnels, super efficaces. Et puis, les longs dormeurs, ça a un petit côté familial aussi. C'est une tendance qui se précise à l'enfance. Donc, les parents le savent. Certains des frères dorment plus que d'autres. Et puis, qui va se perpétuer pendant l'âge adulte. C'est un concours qui a été labellisé Olympiade culturelle par Paris 2024. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui va vous aider justement pour les prochaines éditions. Qu'est-ce que ça veut dire d'être labellisé? Qu'est-ce que ça signifie en tout cas pour vous d'être labellisé Olympiade culturelle? Écoutez, on espère que ce label, effectivement, nous donnera plus de visibilité à ce concours et attirera l'année prochaine plus de candidats. L'Olympiade culturelle, c'est une programmation artistique et culturelle qui se déploie dans une très grande variété de champs, avant, pendant et après les Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu cet été. Donc nous nous inscrivons pleinement dans cette dynamique, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi un sujet qui était en lien avec les Jeux Olympiques cette année. Et encore une fois, nous espérons que cette Olympiade culturelle, qui a vocation à perdurer après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, continuera encore l'année prochaine et que nous puissions attirer encore plus de candidats. Effectivement, je rejoins le constat autour de la charge mentale et de la nécessité d'impliquer beaucoup plus le partenaire, le ou la partenaire auprès de la mère. Et en fait, je pensais à une étude d'une équipe INSERM en France qui a montré que justement pour encourager le partenaire à prendre le congé de paternité, une réduction du risque de dépression postnatale du partenaire chez ceux qui prennent le congé paternité. Donc il y a un effet bénéfique. Donc c'était des données avant l'allongement du congé paternité à 28 jours. Donc il faudra voir ce que donne la réitération de l'étude avec l'allongement du congé. Mais voilà, il y avait déjà un effet protecteur chez les pères qui prenaient leur congé paternité par rapport au risque de développer une dépression du postnatal en fait. Donc c'est voilà à tout niveau, à la fois pour favoriser les interactions précoces avec l'enfant, pour soutenir en fait la mère et donc là aussi jouer un rôle préventif en fait sur la santé mentale maternelle, mais ça joue aussi un effet préventif sur la santé mentale du partenaire, du ou de la partenaire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. Merci à toute l'équipe qui est à la réalisation en régie. C'est Théo Boscar à la réal, donc au son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup Guillaume. Merci à la fois pour les infos et votre chronique. Toujours intéressant, toujours passionnant. Merci. Merci à vous tous. On se retrouve demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec